Donc, bonjour. La dernière fois, on s'est arrêté sur le point on est arrêté sur le point de l'étude de la différenciabilité. Et en particulier, nous avons à étudier des propriétés des fonctions différentiables. C'est ce que je vais entamer aujourd'hui. Donc, je vais commencer par, voilà. Alors, nous avons ici deux. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Merci de me confirmer. Oui, madame. D'accord, parfait. Alors, je viens de dire que nous allons commencer par les propriétés. C'est toujours le cadre des rappels dont on aura besoin par la suite. Alors, propriété des fonctions différentielles, différenciables, pardon. Est-ce que le document est bien partagé, Eva? Oui, madame. D'accord, parfait. Donc, 2, 2, 1. Donc, il s'agit des conditions nécessaires de différenciabilité. Madame, Oui, est-ce qu'on va prendre note avec vous ou bien vous pouvez m'envoyer le document ou... c'est quand vous voulez. Quand je termine, je peux enregistrer le document et vous l'envoyer. D'accord? ما سمعتك شافك؟ Quand je termine, je peux enregistrer le document et je vous l'envoyer. C'est D'accord, comme vous madame. voulez. Vous voulez prendre note, ok. Merci. Mais sinon, je vais faire l'enregistrement et envoyer le document par la suite. D'accord? D'accord, madame. Merci. Merci. Il n'y a pas de souci. Alors, il y a une propriété avec laquelle je vais commencer. C'est une proposition. Alors, vous avez toute fonction f différenciable en un point x et continue en ce point. Alors, c'est un résultat que vous connaissez ça va déjà. Alors, comme remarque, la réciproque, bien sûr, n'est pas vraie. Donc, la réciproque n'est pas vraie. Ça veut dire que toute fonction continue en un point x, on peut avoir des fonctions qui sont continues en un point x, mais qui ne sont pas différenciables en ce point-là. Donc, la réciproque n'est pas toujours vraie. Alors, prenons par exemple la valeur absolue de x. C'est une fonction qui est continue en zéro, mais il n'est pas dérivable en zéro. C'est un exemple qui est le plus simple. Donc, voilà. Alors, là, le deuxième point dont je vais vous parler aujourd'hui aussi, c'est les applications coordonnées. Donc, la différenciabilité par rapport aux applications coordonnées.
Alors, le document il est lisible, Hiba, n'est-ce pas? Oui, madame. D'accord. Donc, soit on aura besoin d'un ovaire O, un ovaire de Rn. Nous aurons besoin d'une fonction f, une application alors, de O dans Rp pour x appartient à O. On écrit f de x est égal f1 de x, f2 de x jusqu'à fp de x. C'est ce qu'on appelle les applications coordonnées. Alors, avec F1, F2, Fp, bien sûr, ce sont des applications de E à valeur de O à valeur dans R. Et, euh, et sont dites des applications qui sont coordonnées. Donc, c'est ce que je vais noter. Où F1, F2, Fp sont des applications de O dans Rp, dans R, pardon. Je vais c'est ça. Dans R, dites application, application coordonnée, coordonnée de F. Voilà maintenant donc une propriété ou bien un résultat très important pour le cas des applications coordonnées. Donc on peut dire que f est une fonction qui est différenciable. Donc vous pouvez deviner le résultat. Donc f il est différenciable si seulement si toutes les applications coordonnées sont différenciables en x. D'accord? Et on va noter la différentielle de la façon suivante. Donc, je vais écrire théorème pour que f soit différentielle, différentielle en x, il faut, il suffit que f1, f2, fp soit différenciable en x. Et la différentielle s'écrit de la façon suivante. d de f par rapport à x est égal à d, la dérivée de f1 par rapport à x, dérivée de f2 par rapport à x, ainsi de suite,
jusqu'à la dérivée de de fp par rapport à x. Et là, bien évidemment, on peut avoir une écriture matricielle de la différentielle. Alors, c'est l'écriture suivante. Donc, comme un sous-titre, écriture matricielle de la différentielle. Alors, pour cela, on aura besoin de Rn étant rapporté à sa base canonique, ça veut dire les menus de sa base canonique E1 jusqu'à En. Et on aura besoin d'un tel H qui appartient à Rn qu'on va écrire suivant la base canonique de Rn, de la façon suivante. Donc, je vais commencer par Rn étant rapporté à sa base canonique. Alors, nous avons E1, E2 jusqu'à En. Et nous avons pour H appartient à Rn, on écrit H égale H1, H2, pardon, jusqu'à Hn, ça s'écrit aussi, égale H1, E1, plus H2, E2, plus jusqu'à Hn, En. Pour I appartient à 1 jusqu'à P, l'application dérivée partielle, j'ai anticipé les choses, donc ça s'appelle des dérivées partielles, mais l'application, la dérivée de f i au point x est une application linéaire de Rn dans R et elle permet en fait d'écrire l'écriture suivante, d'avoir l'écriture suivante, pardon. Voilà, donc vous avez l'application, la dérivée de la IM application coordonnée par rapport à X est une application linéaire. Une application linéaire de Rn dans R. Rappelez-vous qu'on a dit que la est différenciable lorsqu'il existe une application linéaire qui est fait en fait l'objet de la différentiabilité et qu'on l'appelle la différentielle. Euh, je vais rajouter un.
Alors, on a dit que ce sont des applications linéaires de Rn à valeur dans R et nous avons l'écriture suivante. Donc, elle permet d'écrire donc la dérivée fi par rapport à x au point x de h est égale la somme de i égale à 1 jusqu'à n hi dérivée fi x appliquée à g, c'est la somme de g égale à 1 jusqu'à n de hg aij appliqué à f, donc appliqué à x. Donc, c'est une écriture, en fait, donc, qui vient du fait que H s'écrit sous la, donc, sous la forme de combinaison linéaire des E1 jusqu'à En, la base canonique de Rn. Et puis, nous avons donc, avec la linéarité de la dérivée de Fi par rapport à X, on peut avoir ces écritures. Après, donc, avec AIG, AIG, c'est quoi? AIG, normalement, c'est la dérivée de la IM composante de F au point X, EG. C'est pour cela qu'on a noté par AIG. Donc, c'est là, en fait, c'est grosso modo, donc, il s'agit de la jacobienne, de la matrice jacobienne. Donc, qui permet, en fait, on peut avoir une matrice jacobienne de la façon suivante. Donc, où A I G appliqué à F au point X est égal la dérivée, donc la dérivée de la IM composante de F appliquée à EG. Alors, si on veut détailler un petit peu la chose, donc, ou bien avoir une autre écriture de la dérivée de f, dérivée partielle de f au point x, alors on aura la chose suivante. Donc, on sait bien que l'application linéaire dérivée de f par rapport à x au point x est une application linéaire qui est définie de Rp à valeur dans Rn. Alors, c'est une application qui est définie par ces P composantes, ou bien P application coordonnée. Ça veut dire les dérivés de la IM composante par rapport à x, les DFI x. Alors, relativement à la base canonique de RP, de RP, on peut écrire DF de la façon suivante. Alors, DF par rapport à X, rappelez-vous qu'on a dit que
la dérivée la dérivée partielle de f par rapport au point x, ça s'écrit df1x, df2x, dfpx, en utilisant l'écriture de tout à l'heure, donc avec les AIGF qu'on a noté tout à l'heure, donc c'est là, en utilisant cette écriture. Regardez, je ne sais pas si vous voyez le curseur. En utilisant cette écriture, on aura la chose suivante. Regardez. Alors, nous avons la somme de i égale à 1 jusqu'à n, A1G appliqué à f de x, hg. Alors, de la même façon, je peux écrire la somme de i égale à 1 jusqu'à n, a. Bien sûr, ici c'est 1, donc pour i, c'est pour g. Donc, la somme se fait par rapport à g. Alors, a de g appliqué à f, on applique à x, hg. Donc, et c'est ainsi de suite jusqu'à ce qu'on écrit aussi pour g égale à 1 jusqu'à n. Nous avons la somme de apg appliqué à f appliqué à x et on a. Alors, si on change un peu l'écriture de h, donc au lieu de l'écrire d'une façon horizontale, je vais l'écrire d'une façon verticale. Et quand aussi, on peut écrire la dérivée de cette dérivée-là, donc en utilisant l'écriture aussi verticale et en utilisant tout ce qui est tout ce qui est précédent avec les notations de AF de X comme étant la matrice AIG qui a des éléments AIG de X avec I varié entre 1 et P et G varié entre 1 et N, on aura l'écriture matricielle suivante. Alors, regardez. En écrivant, en écrivant avec un certain S, voilà. En écrivant le vecteur H et le vecteur dfx appliqué à H sous la forme suivante, sous la forme H égale H1 jusqu'à Hn et on a la dérivée de x au point x de H, dérivée de f1 x jusqu'à la dérivée de f dx de h et si on pose a f de x, c'est la matrice qu'on obtient en déterminant les AIG appliquées à fx, précisément en fait précisément noté. C'est la dérivée, rappelez-vous que les AIG, c'est la dérivée de la IM composante de x appliquée à EG. Donc, avec I y compris entre 1 et P, et nous avons le J qui est compris entre 1 et
et n. Alors, on obtient l'écriture matricielle suivante. On obtient l'écriture matricielle suivante. La dérivée de f au point x appliquée à h est égale à a f de x fois h fois h. Alors, c'est ce qu'on appelle la matrice jacobienne de f au point x. Alors, la matrice AF, f appliquée à x, s'appelle la matrice jacobienne de f au point x. Alors, dans le cas particulier où n est égal à p, ça veut dire l'application f allant de Rn à valeur dans Rn, nous avons ce qu'on appelle, au lieu de la matrice jacobienne, on l'appelle le jacobien Chopin. D'accord? Et on la note de la façon suivante. Donc, vous avez, dans le cas n est égal à p, le déterminant de AF, désolé, donc c'est le déterminant de AF qui s'appelle le jacobien, s'appelle le jacobien, jacobien de F au point X. On le note, jacobien de F au point X est égal, donc, le déterminant de F1, F2 jusqu'à Fn sur le rapport déterminant des composants de F1, de F et sur le déterminant de X1, X2 jusqu'à Xn appliqué à X. C'est pas le déterminant, mais la dérivée. Alors, alors maintenant, on va parler des applications partielles. Et bien entendu, l'existence des dérivées partielles.
Donc, nous avons comme un autre titre de 3, application partielle, existence, existence des dérivés partiels. Alors, pour cela, donc, on considère partiel. Cela, on considère l'application F qui va d'un ouvert O, soit F application qui va d'un ouvert O de l'espace Rn à valeur dans R, dans Rp. Et qu'à chaque X, on fait associer des applications coordonnées F de X est égal F1 de X, F2 de X jusqu'à Fp de X. Alors, d'après un résultat précédemment cité, nous avons dit que si la fonction f est différenciable, si on dit que f est différenciable, si seulement si toutes les applications coordonnées sont aussi différenciables. Et on va utiliser la définition de la différenciabilité par la suite. Donc, on suppose que f est différenciable au point A appartient à O. Bien sûr, A s'écrit de la façon suivante. Donc, A1, A2 jusqu'à AN comme étant élément de Rn. Donc, pour toute I appartient à 1 jusqu'à P, les fonctions if I, donc je vais mettre un virgule ici, fi est différenciable en A. Ceci d'après le résultat, c'est un théorème qu'on a cité précédemment en A. Et il existe un n temps supérieur à 0 tel que, ici on va utiliser la définition de la différenciabilité, tel que pour la norme de h soit inférieure ou égale à n temps, on a f indice i de a plus h moins f indice i de a est égal à la dérivée de f de la ième composante par rapport au point A, pardon, appliqué à h plus la norme de h fois un certain epsilon de i qui est négligeable lorsque h tend vers 0, avec epsilon i h
converge vers zéro, quand, quand H tend vers zéro. Alors, maintenant, considérons H est égal H1, H2 jusqu'à Hn, avec bien sûr Hg est égal à L. Ça veut dire là, on arrive au point, au jm point. Donc, Hg est égal à L et Hk est égal à zéro. Ça veut dire pour tout cas différent de G, nous avons Hk est égal à zéro. Pour tout cas différent de G. Alors, l'idée, on a de faire quoi? Cela, en fait, tout cela pour définir la notion de dérivée partielle. Donc, ce sont juste des détails pour pouvoir arriver à établir la notion de dérivée partielle par la suite. Donc, on a f indice i de A1 jusqu'à AG moins 1. AG plus L. Ici, AG plus 1. Ici, je précise que ici, G-1, ce sont les indices de A. Mais ici, vous avez A indice G plus une certaine quantité de L. Donc, c'est L plus AG. Moins F indice I A1 jusqu'à AN. Alors, ceci est égal à quoi? D'après l'écriture précédente, de cette écriture. C'est la dérivée de la IM composante au point A de H plus la valeur absolue de L. Donc, on se situe ici au cas où vous avez juste les FI qui sont définis dans A. Donc, la norme canonique, c'est la valeur absolue. La somme, ceci égale aussi à quoi? D'après les écritures précédemment citées, donc d'après l'écriture patricielle aussi, nous avons la somme de I égale à 1 jusqu'à N de A I K appliqué à F qu'on applique à A fois HK plus la norme de L epsilon IH. Alors, ceci dit que nous retrouvons dans le cas où vous avez AIG appliqué à F, appliqué à A, appliqué à fois L, pardon, donc fois L, plus la valeur absolue de L, epsilon IH. Donc, d'où, ou bien par suite. Alors, ensuite, vous avez quoi? Alors, je vais faire en fait
diviser les choses divisées par L, les deux côtés. Donc, nous avons F indice I de A1 jusqu'à AG-1, AG plus 1, AG plus 1, donc avec AN ici, moins FI de A1 jusqu'à AN, divisé par L, ceci égale AIG appliqué à F, appliqué à A. Et c'est tout à fait normal qu'elle sera plus ou moins Y, IH. Et en faisant tendre la H vers 0, donc on obtient le résultat suivant. Vous avez la limite lorsque H tend vers 0 de toutes ces quantités F A1 AG moins 1, AG plus L. Là, ici, c'est L, ce n'est pas 1. AG plus 1 jusqu'à AN moins FI A1 jusqu'à AN divisé par L, il est égal à IG appliqué à F appliqué à... On déduit que l'application X... Alors, rappelez-vous la notion de l'application partielle. On a dit que l'application partielle, c'est lorsqu'on remplace de paramètres, en fait, des composantes de la paramètre X par une valeur exacte. Donc, c'est ce qu'on a appelé par l'application partielle. Alors, on en déduit que l'application partielle f de A1 jusqu'à AG moins 1 et à la place de AG plus L, je peux mettre la GM point, bien la GM application partielle. Ça veut dire que f de A1 AG moins 1, X, AG plus 1, AN, c'est une application qui est dérivable au point AG, mais aussi il s'appelle aussi sa dérivée s'appelle aussi la dérivée partielle. Donc, on en déduit que l'application partielle qui à chaque X, on fait associer F indice I de A1 à G moins 1 X à G plus 1 jusqu'à AN est dérivable au point AG on dit alors que FI admet une dérivée partielle par rapport
par rapport à x sur g. Au point A. Et on la note des rangs de f indice i sur des rangs de x sur g appliqués à A est égal à ij appliqué à f appliqué à A et la dérivée, la if dérivée appliquée à h est égale à la somme de g égale à 1 jusqu'à n de aij appliqué à f appliqué à A, hg. Et ceci égale à la somme de g égale à 1 jusqu'à n, la dérivée im de f, la dérivée de la im composante de f par rapport à des rangs de x g appliqué à A dxg appliqué à h. Ou la dérivée de x1 jusqu'à dxn est la base duale de la base canonique de Rn. On a d de x sur g appliqué à h est égal à hg. D'où nous avons la dérivée fi a est égale la somme de des rangs de if i par rapport à des rangs de x sur g appliqué à a d de x g. Alors, on en déduit en fait l'écriture de la matrice jacobienne de f de la façon suivante. Ceci, ce sont juste des étapes pour arriver au point que vous connaissez tous, la matrice jacobienne, alors qu'il s'est donné de la façon suivante. Alors, on en déduit l'expression suivante, l'expression de la matrice jacobienne de f au point, au point A. Donc, c'est AF appliqué à A est égal à la dérivée de f1 par rapport à x1. Alors ici, sur la ligne, donc on garde toujours les composantes, la même composante de f appliquée à A. Et sur la colonne, donc il s'agit de la variation de la variable, ou bien la composante de la variable x. Ça veut dire que ici, j'aurai toujours l'application, la dérivée se calcule par rapport pour f1.
mais à chaque fois, je change la dérivée par rapport à l'élément sur le dénominateur. Mais par contre, par rapport à la colonne, donc, je garde le même dénominateur, mais le changement sera effectué sur le numérateur. Donc ici, la dérivée de f1 par rapport à x1, la dérivée de f2 par rapport à x2, ainsi de suite, jusqu'à la dérivée de f1 par rapport à xn, appliquée à a. Ici, j'aurai la dérivée de fp par rapport à x1, la dérivée de f2 par rapport à xp par rapport à x2, jusqu'à la dérivée de fp par rapport à la nème composante de x. Et voilà votre matrice jacobienne. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc, il s'agit, lorsque la matrice devient la matrice carrée, son dénominateur est appelé le jacobien de F. D'où la proposition suivante. Alors, d'où la proposition suivante. Alors, c'est un résultat qui est au fait que vous avez une application avec des applications coordonnées. Donc, comme f est égal à f1 jusqu'à fp, ça veut dire que f elle est différenciable lorsqu'elle existe, lorsque f admet des dérivées partielles. D'accord? Ça veut dire lorsque les petites, les composantes de f, ce sont les applications coordonnées, ce sont des applications qui sont différenciables et leurs dérivées partielles existent. Voilà, c'est l'objet de la proposition. Proposition si f est différenciable, est différenciable en A, alors les applications coordonnées FI, avec I compris entre 1 et P, de F possède des dérivés partiels par rapport à chacune de ces variables. Des variables au point A. Et on a la dérivée de FA H est égale à F, donc la matrice jacobienne, pardon,
matrice jacobienne F au point A appliqué à H est égal, on va pas dire- voilà, ou, bien sûr, AFA, donc c'est la matrice jacobienne au point H. La matrice jacobienne au point A. Alors, qui est composée de la dérivée partielle de FI au point, par rapport à la variable xg au point A, avec I compris entre 1 et P, et le G compris entre 1 et N. Donc, dans le cas trivial, c'est le cas où vous avez P est égal à 1, la différentielle, nous avons une seule fonction, ça veut dire que vous avez une seule fonction qui est numérique, la différentielle devient une dérivée normale. Mais la différentielle, en fait, c'est la somme des dérivés, une dérivée normale, mais c'est la somme des dérivés de f par rapport à chacune de ces variables. Donc, on trouve dans le cas où p est égal à 1, on obtient dérivée de f indice a appliqué à h est égal à la somme de g égale à 1 jusqu'à n, la dérivée de f par rapport à la dérivée de xg appliquée à a, hg. Alors, d'après le résultat précédemment cité, donc vous avez f est différenciable en A, alors les coordonnées de fi possèdent des dérivées partielles par rapport à chacune des variables. Maintenant, l'inverse de cette proposition ou de ce résultat n'est pas toujours vrai. Ça veut dire l'existence des dérivées partielles ne permet pas de conclure que f est différenciable. C'est ce que je vais écrire dans la remarque suivante. Remarque. La réciproque de la proposition précédente est fausse. Autrement dit, l'existence des dérivées partielles en un point n'entraîne pas nécessairement la différentiabilité de f en ce point. Donc, n'entraîne pas nécessairement la différentiabilité
de f en ce point. Donc, la question qui se pose à ce niveau-là, donc nous avons dit que la proposition précédemment citée, c'est une proposition qui dit que toute fonction différenciable entraîne que l'existence de ces dérivés partiels, mais l'inverse, elle est fausse. Maintenant, la question qui se pose, dans quel cas on a cette propriété, ça veut dire l'existence de dérivés partiels, entraîne la différenciabilité de la fonction. Alors, la réponse, c'est dans le théorème qui va suivant. Alors, la seule condition, c'est que non seulement l'existence des dérivés partiels, mais la condition, il y a une autre condition, c'est la continuité des dérivés partiels. Alors, lorsque les dérivés partiels sont là et ils sont continus, on peut dire à ce moment-là que f est une fonction qui est différentielle. Voilà donc l'objet de ce théorème. Nous avons soit f défini sur un envers O de Rn à valeur dans R. Alors, et A, un point de O, on suppose que F admet sur O des dérivés partiels. Les dérivés partiels par rapport à chacune de ces variables. Par rapport, par rapport à chacune de ces variables. Et que ces dérivés partiels sont continus. Au point A, alors F est différenciable au point A.
Maintenant, si f admet des dérivés partiels euh, sur le vers O et que ces dérivés sont continus, donc on dit que la fonction f est une fonction de classe C1. Voilà comme définition. Nous avons la définition suivante, soit f applique une fonction définie sur un ouvert O de Rn à valeur dans R, on dit que f est de classe C1, de classe C1 sur l'ouvert si f admet des dérivés partiels et que ces dérivés sont continus. Admet des dérivés partiels continus sur O. Alors, pour la différentielle d'une combinaison linéaire, vous connaissez tous, dans toute combinaison linéaire de fonctions différenciables, ils sont différenciables, et la différentielle, c'est la combinaison linéaire des différentiels, des fonctions différentielles. Voilà, donc c'est l'objet de ce qui suit. Nous avons 2, 4 différentiels d'une combinaison linéaire. Alors, voilà la proposition suivante, soit f et g, deux fonctions définies dans un voisinage d'un point O, d'un point A, pardon, d'un point A appartient à Rn. Revenons dans Rp. On suppose bien sûr que f sont différentiables, f et g. On suppose que f et g sont différenciables
au point A. Alors, pour toute lambda mi appartient à R, la fonction lambda F plus mu G est différentiable au point A. Et nous avons la dérivée de lambda F, la combinaison linéaire de F et G, mi G au point A, est égale à lambda, la différentielle de A au point A, de F au point A, plus mi, la différentielle de G au point A. Alors, on va prendre une petite pause de 10 minutes. Je ne sais pas est-ce que vous arrivez à suivre ou pas. Je parie que semaine. Oui, madame. Voilà, donc on va prendre une petite pause de 10 minutes, à 10 à 15 minutes, et on revient pour finir. D'accord? D'accord, madame. Donc à très bientôt. Alors bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez laisser les questions sur le commentaire. Dès que j'ai terminé, je peux vous répondre par la suite.